Donc c'est Alioune Diop, journaliste culturel et fondateur aussi de l'entreprise PACAF, Production artistique et culturelle d'Afrique, avec un agenda programme. Voilà, initiative art et culture en mouvement pour le développement, c'est l'intitulé de cet agenda avec 5 événements majeurs annuellement organisés. Donc si on doit parler un peu des musiques sénégalaises, puisqu'on a des musiques sénégalaises, je crois que si on remonte un peu, peut-être quelques années avant l'époque coloniale, on va parler de Star Jazz de Saint-Louis, avec Aminata Fall, inévitablement. Mais aussi, on peut quitter le nord pour aller carrément vers le sud pour citer Ukaz, Jazz Band de Sédhiou. Mais on va y revenir tout à l'heure en parlant de l'aménagement musical du territoire avec les différents orchestres. Mais après Star Jazz, qui a représenté, il faut toujours le dire, le Sénégal au Festival de Helsinki en 1962, ça fait partie des paragraphes qu'on doit écrire en gros caractères dans l'histoire des musiques sénégalaises. Donc, après Star Jazz, ici à Dakar aussi, on avait Star Band. Star Band qui a permis justement de découvrir la Bossosé dans le cadre d'une tournée en Gambie. Star Band était là avec des musiciens comme Dexter, avec des musiciens comme Pape Seck, Serigne Dagana, Maguette Ndiaye, etc. Doudou Sow, ça a évolué, Mr. Anne, Lengs, etc. Badou Diallo. Donc, ils ont joué leur rôle pleinement d'ailleurs. À l'époque, on était beaucoup plus influencé par les sonorités afro-cubaines. Les radios ou la radio diffusait beaucoup de musique étrangère, blues, soul, pop, etc. Mais fondamentalement, la scène musicale était influencée carrément par les sonorités afro-cubaines. Donc Star Band s'était appuyé sur ça. Après, Star Band a évolué un peu pour donner naissance aux superstars, avec toujours Dexter, avec des gens comme William, comme John, mais aussi comme Sambou Ndiaye, etc. Donc, Star Band, à la base, était là avec d'autres orchestres. On peut, par la suite, citer Baobab, puisque beaucoup de musiciens du groupe Baobab étaient au Star Band. Ils ont quitté pour aller former le Baobab parce qu'au début, c'était un club où se retrouvaient certaines personnes de Dakar. Et ça a fini par être un orchestre carrément. Un homme comme Charles Ndiaye, le bassiste, avait fini par rejoindre justement le Baobab. Il n'est pas fondamentalement le membre fondateur du Baobab, Charles Ndiaye. Donc, superstar, avec la Bossosé, Dexter, avec des aventures assez rocambolesques entre Dakar et Abidjan. La Bossosé était leader. Comment était Dexter, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de problèmes, il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc, au moment où Superstar existait avec Dexter, après cet exil vers la Côte d'Ivoire, Star Band continuait son chemin avec toujours Ibra Kassé. Et avec Ibra Kassé, finalement, on a remarqué l'introduction du tama avec Mamané dans ce format afro-cubain pour donner une authenticité, disons, à cette musique que l'on peut appeler, en tout cas, salsa mbala. En tout cas, avec Mamané, c'était vraiment une nouvelle dimension de la scène musicale sénégalaise avec Star Band. Et donc, beaucoup de titres, Gossando, comme ça, je le dis dans le désordre, Machaki, Malagoena, Farantamba par la suite, etc. Mais c'est vrai que Farantamba, c'était number one plutôt. Puisque quand Star Band avait des problèmes avec Ibra Kassé, les musiciens sont partis. Pape Seck, Yahya Fall, Lengs, Maguette Ndiaye, Doudou Sow, ils sont partis et d'autres sont restés. C'est comme ça que Laba a intégré, Pape Fall, etc. Star Band, il ne fallait pas que ce groupe se disloque. Ibra Kassé a tout fait pour maintenir Star Band. Et pendant ce temps, Yahya Fall, Pape Seck et Maguette Ndiaye et les autres étaient partis. Ils se sont retrouvés pour dire on va poursuivre le chemin. Mais comment? C'est comme ça qu'est né le nom Number One, Star Band Number One. C'était l'appellation originale. Par la suite, le public ou
les musiciens, en tout cas souvent, le public arrive à proposer sans s'en rendre compte et les musiciens s'adaptent. C'est comme ça que ça a fini par être number one. Voilà, number one, Star Band avait finalement disparu. Donc, on doit à number one beaucoup de chansons. Entre number one et Star Band, j'ai cité tout à l'heure certaines chansons, Mbassa avec Pacheco. Je crois que je le surnomme Papis comme le saxophoniste qui a cette capacité de souffler du début à la fin d'un titre. Pacheco, c'est sa particularité, si on peut s'arrêter un peu sur cet homme. Souvent, la section cuivre intervient momentanément, mais Pacheco avait ce don. Pacheco talonnait le chanteur, talonnait le guitariste qui était en solo, talonnait d'autres musiciens, et cela ne l'empêchait pas de faire son solo à lui aussi. Donc Pacheco avait vraiment marqué l'histoire du Star Band. Alors, au moment où il y avait le Star Band, on est dans les années 70, mais aussi, il y avait d'autres groupes, hein. Les Kings, c'était des étrangers. J'ai parlé tout à l'heure de Dexter Johnson, mais aussi Amara Touré. Mais les Kings, c'était des Libanais, en tout cas, c'est la nationalité qu'on leur attribuait, mais il y avait les Wings aussi, toujours des Libanais qui avaient accompagné un peu la scène musicale sénégalaise. Avant cela, il y avait CAD Orchestra, il y avait Rio Orchestra, il y avait Dakar Sextet qui a donné naissance à Wato Sita au milieu des années 70. Wato Sita qui a inspiré, dans une certaine mesure, d'autres formations. En tout cas, un homme comme Abdoulaye Prosper Niang avait toujours dit à André Lo et Soleil Amoma, voilà la bonne voie. On a intérêt à suivre cette voie parce que Wato Sita avait mis en valeur les instruments traditionnels, les allures vestimentaires, les allures scéniques à partir de nos réalités culturelles. Donc Wato Sita était là. Khalam par la suite avec la conception d'Olembolo qui avait donné qui avait accompagné des artistes comme des chanteurs comme Lamine Conté, Cora, Jacqueline Fortes, mais aussi Aminata Fall. Aminata Fall, avec une carrière assez éclatée, chanteuse, donc musicienne, mais aussi actrice dramatique. Elle a fait du théâtre, mais aussi elle a fait du cinéma. À chaque fois, elle marque vraiment cet espace qu'elle occupe. Donc, dans les années 70, il y a eu tous ces orchestres. Ensuite, le Mbalakh, inspiré justement par ce que faisait Mamane avec son tama. Youssou N'Dour est arrivé au Star Band. Je l'ai dit comme ça dans le désordre. Youssou N'Dour est arrivé au Star Band aussi. Il a chanté avant d'aller créer l'Étoile de Dakar. Par la suite, Super Étoile. Papis, je crois, Super Étoile est né ou en 78 ou en 79. Donc, Youssou N'Dour a disons, pris ce chemin. D'autres l'ont suivi, hein, puisque dans la foulée comme ça, il y avait d'autres orchestres qui s'adonnaient au Mbalakh carrément. Hein. On peut citer Takarnase, on peut citer Dialore avec Dundia Mbeng au Ndiaye, mais aussi Super Sabor et d'autres orchestres qui étaient là aussi. Ensuite, sont venus des artistes comme Baba Mal, Ismaël Lo, Baba Mal appelle Asli Fouta le Dandelenol. Donc Ismaël Lo qui a démarré par le Super Diamono avant sa carrière solo, mais aussi d'autres orchestres qui sont nés après, entre 70 et 80. Donc on a beaucoup eu à exploiter nos sonorités. C'est pourquoi je parlais de l'aménagement musical du territoire, avec des orchestres régionaux. On avait UCAS de Sédhiou, je l'ai dit en début d'émission avec Papis, que c'est Papis qui me disait d'ailleurs que c'est le plus vieux orchestre du Sénégal en activité. Depuis 59, ils sont là. UCAS Sédhiou de Sédhiou, permettez-moi de me répéter, le Moussa Molo de Kolda, mais aussi le Ndoukoumane de Kaffrine, le Djundjung de Fatick, le Saloum de Kaolack qui a donné naissance à Kanari. Et on avait aussi à Thiès le Djefdjel qui a disparu. Présentement, le Djefdjel tourne, mais qui avait disparu. Et ensuite, on a eu le Royal Band. Et toujours avec cette ambiance Mbalakh, on a eu comme ça, dans la foulée, Ngewel Band avec Pape Mboup, Pape Djibiba, Ngewel, Gorom Orchestra. Ce sont des orchestres qui ont joué leur rôle pleinement dans l'histoire de la musique sénégalaise ou l'histoire des musiques sénégalaises. Donc, en gros, cette scène a existé avec, dans un premier temps, les vinyles, mais après, les cassettes étaient là.
tout le monde sortait des cassettes. On avait de bons distributeurs. Mbaye Gueye à Sandaga, par la suite Talla Diagne, je saute des années comme ça. Donc il y a tous ces orchestres qui ont joué pleinement leur rôle. Ismaël Lo a apporté un souffle nouveau dans l'évolution des musiques sénégalaises, puisqu'on parlait de folk sing, le Bob Dylan de la musique sénégalaise. Pendant ce temps, après le cadre orchestral, il y a eu le Super Diamono, un orchestre très régulier, très fréquent, un orchestre qui a toujours joué le premier rôle depuis sa naissance, le Super Diamono. Depuis sa naissance, quels que soient les membres qui sont cités, en tout cas, quels que soient les membres qui le composent, le Super Diamono a toujours joué son rôle. Il y a eu la salsa proprement dite, puisque se sont frayés un chemin par la suite, avec des gens comme Laba Sossé. Laba, qui exploite la salsa, mais qui n'aime pas, il l'a toujours dit, les témoins sont là, qui a toujours dit qu'il n'aime pas la salsa mbalax. Laba Sossé aime la salsa authentique. Quand il chante, quand il joue, il veut que ce soit la salsa authentique. C'est comme ça, justement, qu'il a pu rejoindre l'orchestre de Alassane Ngom, puisqu'il a retrouvé que ça n'a rien à voir avec la salsa mbalax dont on parle. Donc, il s'est adapté par rapport à tous ces aspects. J'ai parlé de Pafal tout à l'heure. Il y en a eu d'autres. Je crois que si on progresse un peu, Papis, pour aller vers les années 80, 90, pour parler de tout ça, par la suite, le rap est né aussi. Le rap est arrivé, voilà. Le rap est arrivé plus tôt. Et au tout début, on avait des raps communautaires. Je dis communautaires parce qu'à partir des groupes socio-ethniques. On avait le Timtimol qui exploitait la langue pulaar. On avait Diafangara qui exploitait comment dirais-je, la langue sérère. Mais jusque-là, j'ai l'habitude de le dire à des jeunes rappeurs, je suis sur ma faim, je n'ai pas mon rap communautaire. C'est vrai, c'est devenu un slogan, rap wolof moraw, ça s'adapte, donc c'est fédérateur, c'est toujours bon. Mais j'attends mon rap communautaire, vraiment que d'autres langues soient au devant de la scène rap, soninké, pulaar, sérère, bambara. Vraiment, moi, j'ai toujours faim par rapport à tout ça, mais heureusement, le rap wolof est là, il n'y a pas de problème, on fait avec, ça fédère, donc il n'y a pas de problème. Donc le rap est venu, on a eu, j'ai dit Diafangara, Timtimol, mais on a eu aussi Kocc Barma, avec Koli Tengala à l'époque, et Samori, on a eu Pifroas, un groupe qui a une belle histoire, Daddy Bibson, Xuman, Djibez, Kool Koxis, Fatim, Mao, tu vas m'appuyer un peu, je crois, c'était Fatim. Voilà, c'était Fatim. Il y avait aussi des groupes comme BBC, voilà, après la danse, qui ont essayé d'évoluer, en évoluant pour faire un peu pour exploiter un peu leurs atouts vocaux. Donc, le rap a connu aussi une comment dire, percée fulgurante, il faut le reconnaître. Les jeunes ont pris en main leur carrière scénique, carrière discographique, mais surtout au niveau des ondes. Ils se sont imposés, les directeurs des programmes se sont adaptés par la force, je vais le dire, pour créer des émissions de rap. Donc pour ces Black Soul, Daradji, c'était deux groupes qui ont connu des majeures compagnies, donc propulser carrément ou faire la promotion de nos cultures. Donc le rap est devenu par la suite une réalité. On avait un festival de rap, Sénérap, avec DJ Awadi. Ça n'a pas fait long feu, c'est regrettable. Il y a eu des compilations qui ont révélé des artistes, des Sénérap toujours, ça n'a pas fait long feu. Par la suite, on a eu les 72 heures, sinon, de temps en temps, des scènes par-ci, par-là. Mais on n'a pas encore une scène régulière où le rap s'exprime justement carrément. Mais ils ont beaucoup de mérite, ces jeunes rappeurs. Donc, le rap est là, accompagne justement le mbalax. Les rappeurs avaient l'habitude de dire que les distributeurs bloquent leurs cassettes à la fin de l'année pour sortir le mbalax. Mais je crois que là où j'ai senti que quelque chose se passe, il y a un déclic, c'est quand, chez le même distributeur, Talla Diagne, on a sorti Djoko de Youssou N'Dour et Frère ennemi de Xuman et Daddy Bibson. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Deux affiches collées au niveau des murs, au niveau de la presse populaire.
avec le même distributeur, j'ai dit que les données ont changé. Les données ont changé, les rapports ont bousculé, ont démoli des portes pour s'exprimer davantage. Youssou Ndour, son affiche, Xuman et Daddy Bibson, leur affiche côte à côte. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, Papis, je crois que on peut peut-être que tu auras à ajouter quelque chose, mais je crois qu'on a ramassé comme ça des années 60 jusqu'à cette certaine période de l'existence de nos musiques ici au Sénégal. Encore une fois, je le dis, on a des musiques, les musiques sénégalaises, en tenant compte de la diversité culturelle. Moi, c'est Papis Samba, je suis acteur culturel, bon, aspirant chercheur et auteur. Je suis l'auteur de cet ouvrage, Musique sénégalaise, itinérance et vibration, qui est le fruit de pratiquement 10 ans de recherche, ce qui m'a permis de visiter un peu le Sénégal pour voir la richesse culturelle qu'on a dans ce pays. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte qu'en fait, le Sénégal a un vivier culturel qui est très riche et qui est malheureusement sous-exploité par nos musiciens. Parce que aussi la musique au Sénégal, avant l'avènement de la musique moderne, il y avait la musique traditionnelle, avec les cérémonies et les instruments. Le Sénégal est un pays qui est très riche en instruments traditionnels, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et pratiquement, on a tous les instruments de la classification universelle, que ce soit les membranophones, c'est-à-dire les sabars, les djembés, les sorouba et autres. On a aussi les cordophones, c'est-à-dire les khalam, les djembés et autres. On a aussi les idiophones, c'est-à-dire les balafons et les calabasses. Et on a aussi les aérophones, les flûtes chez les Peuls, chez les Diola et chez les Sérères. Mais malheureusement, tout ça, on est en train de le perdre. Et pourtant, dans beaucoup les Occidentaux, ils viennent au Sénégal et en Afrique pour découvrir ces instruments et les intégrer dans leur répertoire moderne. En tout cas, ça m'a permis de faire une classification et de répertorier pratiquement tout ce patrimoine que le Sénégal doit pouvoir exploiter. Maintenant, Alun, dans son exposé, il a merveilleusement bien campé le décor. Je pense que même, c'est pas beaucoup de choses à dire parce que très franchement, il a une très grande connaissance et une très grande maîtrise de l'histoire de la musique sénégalaise, ça il faut le dire. Et pas uniquement par des lectures, mais il a une expérience sur le terrain. Et il a aussi la curiosité de savoir, bon, plus aussi il a rencontré beaucoup d'artistes, que ce soit ici, en Afrique ou dans le monde, hein, ça c'est important. Donc ça m'a fait un grand plaisir de partager le plateau avec lui. Chacun par rapport à son expérience, ça nous permet aussi de mieux disséquer ce qu'on appelle la musique sénégalaise. Dans son histoire, son actualité et les perspectives qui se dégagent aujourd'hui. Vous voyez un peu, hein? Donc si j'essaie un peu de revoir ce qu'il a dit, vous savez, là, ce qu'on appelle la musique sénégalaise moderne a commencé pratiquement dans les années 20. Oui, mais si on peut dire, comme il l'a si bien dit, c'est le Star Band de Dakar qui a capitalisé toute cette expérience musicale qui date pratiquement de 40 ans, des années 20 jusqu'à 1960. Et Ibra Kassé, qui était le manager de ce groupe, et même un impresario, il a eu le mérite de mettre en place une école de formation. Parce qu'en réalité, le Star Band, c'était une école de formation. Et comme il l'a bien dit, tous les musiciens du Baobab, du Number One, de l'Étoile de Dakar, et même d'autres musiciens, c'est des gens qui ont eu la chance de travailler avec Ibra Kassé, qui avait une très grande rigueur dans le travail. Bon, ça donc, c'est pourquoi on peut véritablement démarrer l'organisation de la musique sénégalaise moderne avec la naissance du Star Band, qui a été une école de formation, et Ibra Kassé a eu la chance de couver tous ces jeunes musiciens. Il leur a appris ce qu'on appelle la rigueur et la discipline musicale. Donc c'est à partir de cet orchestre, sur les flancs de cet orchestre, que sont sortis le Baobab, comme il l'a dit, le Number One. Mais après, il y a d'autres orchestres qui étaient sur la place, parce que ces orchestres qui sont les musiciens qui étaient au Star Band, c'est des gens qui étaient dans la musique afro-cubaine, qui était pratiquement la bande-son des années 1960. Entre la Médina, Gueule Tapée, jusqu'au Jachlem, c'est des orchestres qui étaient dans la musique afro-cubaine. Mais si tu vas un peu vers Grand Dakar, les quartiers d'Erklé et les Sicap, c'est des gens qui étaient dans la variété musicale et l'afrobeat. J'aimais bien le journaliste Sambou Cissé qui faisait un peu une tentative de classification des musiques de l'époque et qui disait qui appelait ça la musique de Grand Dakar, le son de Grand Dakar, avec les Adama Faye et autres, qui avaient une particularité par rapport à la musique du Star Band. Mais l'avantage de cette période, c'est que ces musiciens, ils avaient une très grande culture musicale.
C'est des gens qui pouvaient surfer entre la musique afro-cubaine, le jazz, la soul, le blues et la pop musique. Ils étaient très riches. Ce phénomène a continué jusqu'à la naissance du baobab, parce que le baobab est aussi un groupe de variété. La preuve, lorsque le baobab est revenu sur scène dans les années 2000, on les a présentés sur la scène internationale comme un groupe de variété, spécialiste in old style. C'est ça qu'ils ont vendu dans le monde. Donc les premiers musiciens sénégalais, ils avaient cet avantage d'être polyvalents, mais en plus d'avoir une très grande culture générale, une très grande culture musicale. Ça a continué avec le Star Band, le Number One, jusqu'au début des années 80, avec la naissance du mbalax. Il est vrai que le mbalax a beaucoup aidé à l'implantation de nos rythmes et de nos mélodies locales sur le territoire national. C'est très vrai. La musique était devenue plus populaire avec les étoiles de Dakar, Super Étoile. Après, Takarna, c'est Ramdan, Ismaël Lolo, Baba Mal. Quand même, jusque-là, la musique était très acceptable. Ils avaient un penchant vers le mbalax, mais aussi les musiciens qui étaient dans ces groupes étaient de très grands instrumentistes. Donc c'est ce phénomène qui a continué jusqu'au début des années 1990, avec ce que j'appelle la deuxième génération de mbalaxman, composée des Fallou Dieng, des Assane Ndiaye, des Alioune Bender. Bon, là aussi, il y avait un succès. Je ne dis pas que la musique était au rabais, mais en tout cas, c'était beaucoup moins intéressant que ce qui existait entre les années 60 et les années 1980. Mais quoi qu'on puisse dire, ils avaient un très grand succès. Et Alioune aime bien le dire, qu'on aime le mbalax ou pas, c'est notre musique. Ça aussi, il faut qu'on soit clair. Et en matière de musique, il n'y a pas de classification de bon ou de mauvais. Une musique, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Le jazz n'est pas meilleur que le mbalax ou bien la soul, non. En tout cas, dans le monde, cette classification, ça n'existe pas. Ce qui est reconnu, une musique qui est bien faite ou bien qui est mal faite. Donc moi, je ne juge pas le mbalax comme une musique qui est bonne ou mauvaise. Il y a des gens qui font du bon mbalax, il y a des gens qui font du mauvais mbalax. C'est ça la réalité de fond. C'est ça qui a continué jusqu'au début des années 1990 avec la diversification des genres musicaux, la renaissance salsa, parce que la salsa était morte avec l'avènement du mbalax. Des groupes comme Africando, des groupes comme le Super Kayor, qui sont pratiquement les initiateurs du concept qu'on appelle mbalax, salsa mbalax, même si, comme il l'a dit avant, il y avait des bribes de mbalax dans les orchestrations du Royal Band et du Number One. Mais la systématisation de la musique, ce qu'on appelle salsa mbalax, c'est véritablement avec le Super Kayor, appelé avec Pafal. Voilà. Maintenant, pour les autres genres musicaux, il y a ce qu'on appelle la musique sénégalo-capverdienne, qui a eu comme précurseur le Cabo Verde Show, qui ont voyagé très tôt, avec Daniel Gomez, qui est là jusqu'à présent. Il y a aussi Rui Azul. Il y a aussi la naissance du courant acoustique, avec Seydina Issa Wade, qui est un pionnier. Il y a les Djogol Saho, il y a les frères Guissé. Après, il y a Pape et Cheikh. Bon, ça aussi, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui au Sénégal, la musique acoustique est un courant très fort, qui existe pratiquement depuis les années 1966. Il est même dit que le Wato Sita de Ousmane Sonko font partie des pionniers de la musique acoustique au Sénégal. Même s'il est vrai que ça s'est développé au début des années 90, avec les frères Guissé. Bon, Ismaël Lolo un peu, hein, et même Baba Mal a fait de l'acoustique un peu. À part ça, il y a la musique religieuse, il y a le reggae. Le reggae qui était très présent sur la scène musicale au Sénégal, avec des groupes comme Safarabi, avec des groupes comme Ara, Amandla, ils étaient là. Bon, à part ça, il y a le mouvement hip-hop qui est né à la fin des années 1980, début 1990, avec des orchestres phares comme le Positive Black Soul, Daradi, même s'il est pionnier un peu, c'est MC Lida et Mbake Dioum. Ouais, mais véritablement, l'éclosion du rap au Sénégal, c'est pratiquement avec du PBS, avec Daradi, avec Pifras. Mais à un certain moment, il y avait un courant hardcore qui a quitté la banlieue avec les Maktar Likagolar, ce qu'on appelle BMG 44, avec aussi les productions de Mr. Ken qui s'appelait Rapadio, avec Rapadio, voilà, justement. Mais il y a d'autres groupes qu'on oublie souvent. Il y a les groupes comme Sunu Flavor, des groupes comme Black Molo, qui étaient très critiqués à l'époque, parce que les gens disaient que ce qu'ils font, c'est une déviation dans le mouvement hip-hop. Mais ironie du sort, aujourd'hui, c'est pratiquement ces mêmes sonorités que l'on retrouve dans le milieu maintenant, surtout avec les beatmakers.
Et même Fata le disait à un certain moment, ce qu'on récusait avant, on était complexé. On ne voulait pas revendiquer ce qu'on a. Mais aujourd'hui, au moment où les Nigérians ont commencé à travailler avec de la musique, on s'est rendu compte aussi, nous, Sénégalais, on peut prendre notre répertoire, nos melodies traditionnelles, et mettre ça dans un beat qui s'appelle hip-hop, et que sans qu'on ne soit démodé ou quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on soit aussi décomplexé qu'on soit complexé par rapport à nous, ce qu'on a fait. Donc c'est ça qui existe aujourd'hui, justement. Donc je crois qu'à peu près, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce que Aline. Maintenant, il y a les contextes. Parce que dans les années 1960, c'était les années d'indépendance. Le Sénégal était la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc tous les gens étaient là. Tous les musiciens de l'Afrique de l'Ouest rêvaient de venir jouer en Afrique. Dans le Star Band au Sénégal, dans le Star Band, il y avait beaucoup de Camerounais, il y avait beaucoup de Togolais, beaucoup de je ne sais pas, de Libériens, Nigériens. Ils étaient tous là, Guinéens, ils étaient tous là. Dakar a toujours été une capitale musicale en réalité. Jusqu'à cette période, jusqu'aux années 1970, jusqu'au début des années 1980, c'était la même chose. C'est après que Abidjan a pris le relais, dans les années 1980, tous les musiciens de l'Afrique se sont retrouvés là-bas, comme le Super International Band avec le Pape Seck et son orchestre. Donc, il faut qu'on comprenne que le Sénégal a toujours été un pays de musique, avec des hauts et des bas, bien sûr. Et je crois que ça commence à reprendre petit à petit. Voilà, donc, Papis, je vous le disais tout à l'heure, la musique sénégalaise, encore, je crois que les femmes ont joué un rôle déterminant dans ce qu'on peut appeler le traduit moderne avec Cheikh Tidiane Tall. Mais à la base, quand même, il faut saluer le travail d'Ibrahima Silla Production, qui a produit le premier album international de Kinelam, justement, avec Dogo, le titre emblématique, justement, de cet album. Ensuite, il y a eu d'autres femmes de Sorano qui sont sorties de Sorano pour venir vraiment dans les maisons avec une autre démarche musicale. Et là, c'est Cheikh Tidiane Tall qui a joué un rôle déterminant avec Madjojo Nying, Dial Mbaye, Kharbay Madiaga, mais aussi, on ne peut pas parler de cette démarche sans faire allusion à Aziz Dieng, qui a pris Ndiaga Mbaye pour le faire chanter sur une plateforme musicale électro-acoustique, beaucoup plus rap, beaucoup plus hip-hop. Je crois que c'est une innovation qu'il faut saluer. On a aussi nos musiciens qui sont à l'extérieur, hein, le Touré Kunda, et à l'extérieur, le Khalam, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi on a connu le WAC, West African Cosmos, avec Waziz, avec Umbam, mais aussi... par la suite, on a des musiciens de reggae, Nyomin Kabi, Souleymane Sarr, mais aussi devenu par la suite Max Adjoa avec Falman Bazouka et Maxi Dilik, Malik Sidibé. Il y en a d'autres par la suite. J'ai parlé tout à l'heure de BBC. Je crois que parmi les expatriés, il y a aussi BBC pour parler un peu de la scène rap. Voilà. Donc vraiment, il fallait ajouter ces aspects-là concernant nos musiques à exploiter et aussi à valoriser le maximum possible. Voilà, Papi, je crois que en termes d'évolution des musiques sénégalaises, à un moment donné, on s'est rendu compte que la formation était prise en compte par les acteurs du secteur musical. Tous les corps de métier, pratiquement, ont connu des ateliers de formation. Hein. Je crois qu'un homme comme Mamadou Konté a joué un rôle déterminant par rapport à ça, en 92 déjà, mais au début des années 2000, la formation était vraiment prise en compte. C'était assez important pour les acteurs de la scène musicale. Oui, ça c'est vrai, hein? Ça c'est vrai parce que c'était au début de la professionnalisation. C'est au début des années 90 avec la naissance du Mbalakh, oui, avec les Youssou Ndour et autres, quand même quoi qu'on puisse dire, c'est en ce moment qu'on avait commencé à parler d'économie musicale. Oui. Les gens avaient commencé à avoir des studios, des maisons de distribution. Bon, au niveau de l'Institut français à l'époque avec Bellorgé, oui, il organisait des formations en régie de spectacle. C'est après que les Paris sont partis à Paris, voilà, les Ousmane Faye à Irman, mais aussi dans le cadre du Massa d'Abidjan, il y avait des rencontres professionnelles. Oui, oui. C'est là-bas que les Lotulater et Abdouba ont été formés en régie, en management. Donc à cette époque, la musique sénégalaise commençait véritablement à se structurer, quoi, à s'organiser. C'est vrai aussi. Hein. Il y a eu aussi les associations. AMS est né, plus tard AIM, oui, les managers, AMA, avec Moussa
Moustapha Ndiaye, association des managers et agents d'artistes. Il y a ici les instrumentistes, Samo Instruments, les techniciens, association des techniciens de la musique et de l'audiovisuel. Ça, je crois, c'est ça. Donc, il y a tous ces aspects. Je crois que la structuration de la scène musicale sénégalaise, à un moment donné, c'était devenu quelque chose d'assez sérieux. Non, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Il faut quand même voir la création de l'AMS, l'association des métiers de la musique, avec la lutte contre le piratage des œuvres musicaux et la question des droits d'auteur. Parce que jusqu'au début des années 90-2000, les droits voisins n'étaient pas reconnus au Sénégal. Les gens ne payaient que les droits d'auteur. C'est lorsque Mme Sibi est venue à la tête du BSDA, le Bureau sénégalais des droits d'auteur, avec Aziz Dien, qui est artiste, comme président du conseil d'administration, c'est lui pratiquement qui a dégagé les grandes orientations. Pour dire aux gens que la musique, ce n'est pas uniquement pour les auteurs, mais il y a aussi pour les artistes interprètes. Bon, donc c'est un combat qui a été mené pratiquement pour 10 ans, 15 ans. Jusqu'en 2008, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. C'est en ce moment qu'on a commencé à parler des droits voisins. Donc ça aussi, c'est comme l'AMS a joué un rôle important dans l'organisation de la musique et la reconnaissance des droits voisins. Donc les gens s'étaient vraiment mobilisés pour ça. C'est vrai que jusqu'à présent, il reste sur le plan de la législation. OK, le droit voisin est reconnu, mais au niveau de l'application, ça pose problème. Donc il faut que les artistes se mobilisent davantage autour de cette question. Et heureusement, est venu après le statut de l'artiste et des professionnels de la culture qui a été voté récemment. Parce que tu n'es pas sans ignorer que jusque-là, l'artiste au Sénégal était considéré comme un commerçant. Mais bien sûr. Le statut d'artiste n'a jamais existé au fond. Bon, c'est que Ousmane Faye aime bien. Il dit que moi, j'aime bien être commerçant parce qu'on cherche de l'argent. OK, on cherche de l'argent, mais aussi on est artiste. OK, si on a les deux, c'est tant mieux. Et jusque-là, je pense que le débat continue, le combat continue à être mené, mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui, au moins, les artistes ont la chance d'être reconnus comme artistes. Les managers, les régisseurs qui n'étaient pas reconnus, ils sont aujourd'hui reconnus comme des professionnels de la culture. Donc c'est pourquoi on parle de statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Mais aussi, on doit continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Voilà, donc Papi, je crois que vous avez suivi un peu cette période où il était question de lutter contre les pirates, brigades de répression, hologrammes aussi. Je n'ose pas dire que ça n'a pas porté ses fruits, mais quand même, aujourd'hui, cette situation que nous vivons, c'est comme si on a fait posé beaucoup d'actes, mais sans résultat escompté. Oui, mais ça, je crois que c'est un problème qui n'est pas uniquement sénégalais. D'accord. Parce qu'à un certain moment dans le monde, on a assisté à ce qu'on appelle la crise de l'industrie du disque. C'est pratiquement les disques qui ne se vendent plus dans le monde. Et ça qui nous amène même à l'importance du digital, avec le téléchargement, de profitement, de téléchargement, le streaming, qui permet aux artistes d'avoir une visibilité sur le plan international, en plus d'avoir des supports de vente. Parce que quoi qu'on puisse dire, que ce soit au Sénégal, en Afrique et dans le monde, il y a ce qu'on appelle la crise du disque. Je ne sais pas c'est comment, mais c'est ça la réalité. Les gens n'arrivent plus à vendre des CD ou autres. Donc ils se rabattent sur les nouvelles technologies pour être visibles sur les plateformes, mais en même temps pour vendre. Bon, à part ça, il y a les spectacles. Parce que ce qu'ils sortent maintenant, c'est pratiquement des produits témoins pour faire les festivals, pour faire des tournées, etc., pour monter des tournées, etc. En tout cas, c'est ça la réalité de la musique actuellement. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Il n'y a plus d'albums, juste des singles. Des singles. Bon, les rappeurs, ce qu'ils font, tu vois un peu, ils balancent quelque chose sur le net, bon, un morceau, avec une qualité douteuse, il faut le dire aussi, hein, parce que maintenant la musique c'est pratiquement un produit Kleenex. Tu peux t'enfermer dans ta chambre pendant 24 heures et sortir quelque chose, là où avant les gens faisaient 4 mois, 1 an pour sortir. Donc au niveau de la créativité, quoi qu'on puisse dire, il y a des problèmes au niveau de la qualité musicale. Il est vrai qu'aujourd'hui les gosses sont plus célèbres avec la toile. Ils peuvent sortir un produit tout de suite et être présent aux États-Unis. C'est une chance. On ne peut pas l'ignorer. Mais sur le plan purement artistique, quoi qu'on puisse dire, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, Papis, je crois que on peut parler en termes de perspective. Pensez-vous qu'il y a de l'espoir? Il y a eu les formations qui sont prises en compte. Le digital est une réalité. Si on doit parler de perspective de la scène musicale sénégalaise ou des musiques sénégalaises tout court, comment vous l'interprétez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le digital, c'est-à-dire que les nouvelles
technologies sont devenues une donnée incontournable dans le domaine de la musique. Bon, c'est un problème de contexte et d'époque. Vous voyez qu'avant, il y avait les disques vinyles, les 78 tours, les 33 tours, les 45 tours. Mais après, il y a eu aussi l'avènement des cassettes audio. Vous savez qu'au Sénégal, si la musique est devenue populaire, c'est grâce à la cassette. Parce qu'avant, les gens qui pouvaient avoir la possibilité d'avoir des disques vinyles chez eux, ils étaient très peu, parce que les disques vinyles étaient très chers. Mais avec l'avènement de la cassette, qui coûtait 1000 francs à 1500, on a assisté au Sénégal à une démocratisation de la musique. Le Baol pouvait avoir sa cassette, le gars qui a Fongolimi, etc. Et puis le circuit de distribution avec les Taladjagne, un produit sortait sur Dakar, le lendemain il se trouve à Tamba. Ça a beaucoup aidé les artistes de cette époque-là. C'était ça. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Les CD. Lorsque les CD sont venus, ça a marché. Après, il y a eu les DVD. Mais après tout ça, on est passé du passage de l'analogique au numérique. Maintenant, c'est le numérique. C'est les plateformes de vente, c'est les plateformes de distribution, de téléchargement. Mais les boys rappeurs sont très forts en ça. Les autres, ils étaient un peu, je ne sais pas comment dire, old fashion, parce qu'ils ne suivaient pas dans la tendance, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont obligés maintenant d'être dans cette mouvance-là. Mais ce qui est regrettable avec les jeunes actuellement, même ceux qui font du mbalak, avec le beat, le tempo qu'on appelle Niger, qui est en train d'envahir notre musique, si on ne le fait pas avec intelligence, c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes, au niveau des perspectives. Parce que nous sommes sénégalais, nous avons notre identité. On peut s'inspirer de la musique Niger, mais ne pas se limiter à ça. Il faut qu'on soit créatif aussi. Parce que le Niger, c'est quoi? C'est une musique qui découle de l'afrobeat, des Fela ou autres, qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle l'afro-pop. Mais nous, donc, on peut partir de notre mbalak ou de notre afro du khalam pour aboutir à un autre produit. Mais pas forcément se rabattre sur cette musique-là. Moi, je ne la rejette pas, hein. Je ne la rejette pas totalement, mais en tout cas, il faut qu'on la fasse avec intelligence. En termes de perspective, certains papis parlent de revalorisation davantage des sections cuivres, d'autres parlent du retour aussi d'un instrument comme la tumba, comme la tumba ou les congas. Oui, mais tu sais, tout ça, c'est un problème de culture musicale. Parce que la musique n'a pas de limite au fond. On est artiste, on peut exploiter diverses pistes sonores. Autant on peut travailler avec les nouvelles technologies, autant on peut travailler avec les instruments traditionnels, ou en tout cas des instruments qui sont jugés comme classiques, comme les cuivres. Tu sais, la musique sénégalaise des années 60 jusqu'aux années 1980, les cuivres étaient très présentes et la musique était bonne. Vous savez qu'à un certain moment, c'est les synthés et les claviers qui ont remplacé le jeu des vents. C'est ça qui s'est passé réellement. Et beaucoup de musiciens sont partis à la retraite comme ça. Mais en Europe, en Occident, aux États-Unis, les cuivres ont toujours leur place dans la musique. Ça, c'est très vrai. Donc, moi, je ne rejette pas ça aussi. Il faut qu'on travaille avec nos instruments traditionnels. En même temps, ces instruments, avant, les cuivres, les saxos, les trompettes, mais on peut avoir des sonorités qui sont très musicales aussi. Donc, pour moi, on peut allier tout ça. Et ça pose le problème de la formation des musiciens sénégalais. Il y a un appauvrissement à ce niveau-là. Vous savez, aujourd'hui, si tu prends un pays comme le Congo, c'est les plus grands, ils ont les plus grands guitaristes pratiquement en Afrique de l'Ouest. Tu vas au Cameroun, ils ont les plus grands batteurs et les plus grands bassistes. Bon, les Sénégalais sont réputés comme de grands chanteurs en Afrique. Mais je vais vous dire une chose. Si tu te présentes aujourd'hui au Goethe Institut, tu vas avoir 10 bons batteurs ici, tu n'en auras pas. Si tu veux avoir 10 bons bassistes, non, je vous dis franchement, 10 guitaristes, bassistes de talent. Tu vas au Cameroun, tu demandes 100 tout de suite, tu as 100. Tu vas au Congo, tu demandes 100 tout de suite. Donc ça, c'est un problème de formation. Parce qu'aussi, il y a un piège. On dit toujours, ouais, la musique, on l'a appris à l'oralité. Un jour, je faisais une conférence au Goethe. À l'époque, ils n'étaient pas là. Il y a un musicien qui était venu de Paris. Il me dit, je lui dis que, mais il faut que nos musiciens apprennent la musique. Ils me disent, non, nous, Africains, on apprend la musique par l'oralité. Je lui dis, ok, monsieur, je suis d'accord, mais si on peut faire l'oralité et l'écrit, l'apprendre à l'école, pourquoi pas? Et même au Sénégal, avant, les artistes, le conservatoire de Dakar est né depuis 1956. Les Congolais, les Guinéens, mais ils venaient apprendre la musique à Dakar. Moi, je suis parti à Conakry, j'ai vu Kilete Traoré, qui est un grand compositeur, il a étudié ici. Les Madi Konaté, ils ont étudié ici. Si ce n'était pas l'école, le Star Band, c'était une école de formation. Les gens avaient des mentors, de grands musiciens qui les apprenaient à jouer de la musique. Mais au Congo, ça a toujours été comme ça. Tu connais le Zaiko Langalanga, le Wenge Musica.
Fall Ipupa, il a travaillé avec Kofi Olomide. Tous les artistes congolais que tu vois, ils ont un mentor. Ils apprennent la musique dans un orchestre. Mais ici, tu sors de ta maison, ils ont un truc, tu dis que tu es musicien. C'est pas vrai. La musique, c'est du sérieux. Il faut un plan de carrière, il faut de la rigueur, il faut du professionnalisme, il faut un bon encadrement management, mais il faut faire de la recherche. Il faut faire de la recherche. Il faut avoir de la discipline musicale. Ici, les gens jouent, mais il n'y a pas de discipline. La musique, avant tout, c'est la discipline musicale. Ça, c'est important. On n'a pas tout ça ici. On ne le dit pas, mais c'est du sérieux. C'est pourquoi j'aime bien l'atelier que les gens font à Goethe, d'amener des guitaristes, des batteurs, pour qu'ils font des choses, on visualise pour que les jeunes musiciens sachent un peu la musique c'est quoi. C'est une très bonne initiative. C'est ce que MSU, la Maison des cultures à Ouakam, est en train de faire. Former des managers, former des administrateurs culturels, former des régisseurs de spectacles, ce qu'on appelle l'écosystème, la chaîne de valeur, il faut que ça soit présent. Sinon, on ne parlera pas de musique, c'est pas possible. Ça, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, merci. C'est un plaisir, mais aussi un honneur d'être avec vous, justement, pour cet échange autour de la musique sénégalaise. Le plaisir est partagé, hein? À travers vous, je m'incline devant la mémoire de Omar Ndao. Omar Ndao, voilà, je sais pourquoi. Ah oui, je le dis. Voilà. Ouais. Omar, c'était un passeur. Moi, j'ai beaucoup appris avec Omar. Si je suis papis, Omar représente pratiquement ça. Quand il me regardait travailler, chaque fois, il me dit nos limites. Oui. Ouais, c'est pourquoi je suis devenu chercheur. Omar, c'est un tout pour moi. Quoi. Tu connais, je ne sais pas pourquoi c'est Omar, mais c'est lui qui m'a mis dans ce circuit de la recherche. Quoi. Ouais, donc, tu vous as dit, allez contacter Alioune Diop. Voilà. C'est celui qui m'a dit, allez contacter. Très bien. Donc, tu vois un peu. Ah oui, c'est très vrai. Voilà. Grand monsieur. Très grand merci. Merci. Je m'en remercie. Merci. Merci.